Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui se consacre entièrement au monde de l'innovation et aux transformations du numérique et questions qu'elle pose sur toutes ces transformations. On va démarrer avec l'actu du mobile, comme beaucoup de jeudis ensemble. On va découvrir les vrais chiffres concernant le paiement depuis le smartphone. Ce sera avec Jérôme Bouteiller qui est installé à mes côtés dans la séquence Mobile Business. Et puis au cœur de cette émission, nous allons débattre de la nouvelle vie d'Adopi. L'Adopi, vous savez, c'est cette haute autorité qui a été au départ lancée pour dissuader les internautes de télécharger ou de s'échanger des contenus protégés justement contre la copie gratuite. Nous aurons en plateau une représentante du Parti Pirate, mais également une représentante de cette Adopi qui va devenir l'Arcom. On verra quelles sont les conséquences de cette transformation. Et puis nous retrouverons, ce sera le dernier rendez-vous avec le gentleman numérique. Il nous donnera quelques bonnes résolutions à garder en tête pour évoluer dans ce monde qui change. Et on conclura par notre séquence Et demain. On va découvrir une innovation dans le domaine de la santé et plus particulièrement qui adresse une maladie longtemps ignorée et pourtant qui touche de nombreuses femmes. Mais tout de suite, donc place à la séquence Mobile Business. Et oui, donc c'est la dernière chronique Mobile Business de la saison avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, spécialiste du marketing mobile. On va évoquer, avant cette grande pause estivale, une tendance, un décollage du paiement mobile en France. Oui, bonjour Delphine. On termine effectivement cette chronique de la saison avec les nouveaux chiffres du paiement mobile, publiés comme chaque année par l'OSMP, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, un organisme qui dépend de la prestigieuse Banque de France, qui publie chaque année son étude et qui confirme la transformation des usages des Français à travers cette crise Covid. Le rapport pointe en effet le fort recul des retraits d'espèces, moins 15%, mais aussi le chèque qui lui recule de 25% entre 2019 et 2020. Deux modes de paiement en papier qui nécessitaient des échanges physiques. L'OSMP d'ailleurs n'aime pas trop le chèque puisqu'il nous explique que c'est aujourd'hui un mode de paiement qui représente 42% de la fraude avec le taux de fraude le plus élevé, 0,088%. Alors donc ce paiement électronique, lui, évolue dans le bon sens. Alors effectivement, les paiements traditionnels reculent. À l'inverse, le paiement électronique progresse fortement. La Banque de France évoque une croissance de plus 13%, notamment grâce à de nouveaux usages comme le commerce électronique, la livraison à domicile ou le click and collect. L'OSMP évoque également la très forte croissance du paiement sans contact, à plus 86% en valeur l'année dernière, qui a pleinement profité de l'élévation du plafond. Vous savez, on est passé de 30 à 50 euros et qui représente désormais la moitié des paiements par carte contre un tiers avant la crise. En point de vente, le paiement sans contact s'est imposé comme le mode de règlement privilégié par les utilisateurs en raison de la fluidité du paiement et de la réduction des contacts physiques comme mesure barrière à la propagation du virus, explique l'Observatoire. Oui, un coup de pouce de la crise, on pourrait lire ça comme ça. Alors, qu'en est-il du paiement à partir d'un smartphone ? Alors effectivement, c'est les chiffres que je suis beaucoup. L'année dernière, on en avait parlé sur ce plateau, la Banque de France estimait que le paiement mobile n'avait représenté que 45 millions d'opérations pour un total de 794 millions d'euros. C'était anecdotique. En 2020, le volume des transactions, il aurait atteint 127 millions d'opérations, soit 2,5% des échanges sans contact. Et en valeur, ce chiffre est même estimé à 2,7 milliards d'euros, soit 3,4% des paiements sans contact. Revers de la médaille, le taux de fraude sur les transactions nationales serait passé à 0,091% et même 0,13% pour toutes les zones géographiques hors CEPA. Et alors, qu'est-ce que ça donne en croissance précisément sur le paiement mobile ? Alors effectivement, c'est vraiment un chiffre sur lequel il faut se concentrer puisque ça représente encore un chiffre assez modeste. Je disais 2,5% des paiements sans contact, mais c'est en fait 1% des paiements par carte et même 0,5% de l'ensemble des paiements. Donc ça reste vraiment un trait de ligne, mais c'est néanmoins un chiffre en très forte progression. On parle d'une croissance d'une année sur l'autre de plus de 179%. Et certains professionnels parient sur le fait que la croissance à 3 chiffres pourrait se maintenir pendant de nombreuses années. Oui, c'est ça. Donc, c'est une très forte croissance qui part de pas grand-chose, mais qui semble s'installer. C'est-à-dire que le paiement mobile, selon vous, il pourrait devenir majoritaire ? Effectivement, le paiement mobile pourrait connaître en fait la même courbe que le sans contact, effectivement devenir un jour majoritaire. Aujourd'hui, le paiement sans contact, on le dit, c'est la moitié des paiements par carte, alors qu'il a à peine une dizaine d'années. Et le paiement mobile, il est plus ambitieux, puisque avec son smartphone, on peut payer au-delà de cette frontière des 50 euros. On peut cumuler paiement et fidélisation. On peut aussi payer avec sa montre. Et effectivement, si ces taux de croissance se
maintiennent, ils devraient devenir majoritaires, en tout cas dans les paiements par carte, au cours de cette décennie. Ok, très bien. Alors, on va passer aux autres news du monde mobile et ce temps passé dans les applications. Alors, c'est effectivement un rapport APNI qui sort ce matin et qui nous dit que le temps passé dans les applications au cours de cette pandémie a progressé de 45% au cours des 2 dernières années. Donc, c'est vraiment un saut. On est sur une moyenne aujourd'hui de 4 heures par jour et par utilisateur sur un smartphone. Alors, les moyennes varient un peu selon les pays. En France, on est à peu près à 3h30, mais dans d'autres pays, on dépasse largement ces 4 heures. On est à 4h50 en Inde, 5h20 en Indonésie et même jusqu'à 5h25 passées chaque jour sur son smartphone au Brésil. Impressionnant. On termine avec les excellents chiffres de la publicité mobile qui ont été dévoilés mardi par le SRI. Effectivement, l'année dernière, les chiffres n'étaient pas bons, notamment à cause du Covid. On était sur du moins 4% de croissance semestrielle. Et là, les chiffres qui ont été publiés font état d'une croissance de plus 42% sur 12 mois. Donc, c'est vraiment un rebond extrêmement spectaculaire. Et quand on regarde la part du mobile, le SRI et Oliver Wyman nous apprennent qu'il représente aujourd'hui 66% du search, un peu plus d'1 milliard d'euros, 95% de la pub sur les réseaux sociaux, à peu près 1,1 milliard d'euros, 58% du display classique, 155 millions d'euros, 61% du display vidéo, 186 millions d'euros. Si on cumule l'ensemble, on arrive à 2 milliards 482 millions d'euros. C'est 65% à peu près du marché. Un marché d'ailleurs qui profite principalement à Google, à Facebook, à Amazon, qui se taille la part du lion. On estime qu'il représente à peu près 70% maintenant du marché de la publicité digitale et même plus de 90% du marché de la publicité mobile. C'est pas forcément corrélé au temps qu'on passe sur ces applications, parce que là, pendant la période Covid, on était beaucoup sur les applications médicales. Oui, c'est vrai. Mais de vaccination. Les GAFA, effectivement, sont très présents dans l'univers mobile, très présents dans l'univers applicatif, et c'est effectivement eux qui ont été les grands gagnants, même si, effectivement, on en a constaté en France l'engouement pour Tous Anti-Covid, par exemple, qui était l'application la plus téléchargée l'année dernière, ou Vite ma dose, ces derniers mois, qui a eu aussi beaucoup de succès. Il n'y a pas de publicité, mais c'est très, très lié, évidemment, à la période qu'on traverse. Mais sur le temps long, clairement, les GAFA sont les grands gagnants de cette transformation. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, pour ces éclairages chaque semaine sur ce mobile business avec des chiffres qui sont sourcés. Ce sont là pour la première fois les vrais chiffres que nous avons sur le paiement mobile. Très bon été, Jérôme. À très bientôt. On continuera en saison 2 ensemble. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la chasse au piratage d'œuvres protégées par le droit d'auteur, les droits voisins et tout un tas de droits de diffusion, de production. Alors à la une du talk, c'est le projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il a été adopté par les députés, on en a déjà parlé dans Smartech, et il prévoit que notamment la Hadopi, qui est connue pour sa riposte graduée face au téléchargement qu'on dit illégal, fusionne avec le CSA. Naîtra alors une nouvelle entité qui s'appellera l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. On va voir tout de suite ce que ça va changer en matière de lutte contre le téléchargement ou le streaming illégal, ce qu'il faut penser, ce qu'on peut penser de ce nouveau dispositif. Et pour ça, on va avoir des points de vue variés dans Smartech. Avec nous d'ailleurs en visio, Pauline Blassel, secrétaire générale de la Hadopi, la haute autorité donc pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui a été créée par la loi du 12 juin 2009 et donc qui va se transformer. Et en plateau, Florie Marie, membre du Conseil des relations publiques et porte-parole du Parti pirate français, ainsi que vice-présidente du Parti pirate européen. Parti pirate, en quelques mots, prône un renouveau démocratique sur la base d'outils numériques. Si je résume très rapidement. Bonjour à toutes les deux, merci de participer à ce débat. Je voudrais qu'on commence ensemble, Pauline Blassel, donc de la Hadopi. Déjà sur votre observation de l'utilisation licite, illicite des œuvres culturelles ou soumises à un droit d'auteur sur Internet. Oui. Alors, quand l'Hadopi a été créée il y a une dizaine d'années, et les pratiques illicites s'opéraient majoritairement en pair à pair. Il y avait à l'époque 8 à 9 millions d'utilisateurs de ce type de pratiques. Ces pratiques-là, pour lesquelles on a le dispositif que vous avez cité de réponse graduée, on a pu, ces 10 dernières années, les faire diminuer de façon drastique, c'est-à-dire de plus de 60%, de sorte qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 3 millions d'utilisateurs illicites des réseaux pair à pair. En revanche, dans cette même période, on a vu se développer d'autres types de pratiques illicites qui utilisent notamment le streaming et le téléchargement direct,
et qui ont fédéré jusqu'à 15 à 16 millions d'utilisateurs mensuels jusque dans les années 2016-2017. On a réussi, en travaillant avec les ayants droit, endiguer la progression de ces pratiques, mais on a toujours aujourd'hui 10 à 12 millions d'utilisateurs illicites en streaming ou en téléchargement direct. Et c'est ces pratiques-là que le projet de loi vise à pouvoir faire diminuer. C'est ça, donc en fait, vous associez l'évolution de la Hadopi à l'évolution des usages contre lesquels vous travaillez aujourd'hui. Cette modification, selon vous, elle est liée à quoi, cette modification des usages? Est-ce que vous pensez que c'est lié au dispositif qui avait été mis en place avec la riposte graduée, donc une forme de répression finalement des internautes, ou est-ce que c'est aussi le fruit de la naissance d'abonnements payants qui ont permis finalement de faire rentrer dans le champ de la légalité tout un tas d'internautes? Non, bien sûr, c'est en réalité une action conjuguée à la fois des acteurs de la création et de l'autorité publique. C'est vrai que la procédure de réponse graduée a clairement permis de sensibiliser un grand nombre d'utilisateurs, mais cette démarche, elle va de pair avec le développement de l'offre légale qui est très abouti dans le domaine de la musique, qui est aujourd'hui aussi abouti dans le domaine de l'audiovisuel. Et la conjugaison de ces efforts, c'est effectivement ce qui permet de limiter le développement de ces pratiques. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, l'autorité n'avait à peu près pas de moyens pour s'attaquer directement aux services contrefaisants. Donc concrètement, qu'est-ce qui pouvait se passer? Les ayants droit pouvaient et peuvent toujours saisir le juge et demander à ce que les services qui vivent du piratage soient bloqués. Mais ce sont des procédures qui déjà peuvent être relativement longues et coûteuses. Et surtout, dès que le juge prend la décision de bloquer un service illicite, en général, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, ce service réapparaît sous une nouvelle forme, accessible depuis une autre adresse, etc. Et le problème recommence. Donc ce qu'apporte le projet de loi, c'est la possibilité de construire vraiment un partenariat entre l'autorité publique, les ayants droit et le juge pour qu'on puisse s'attaquer à ces services illicites en amont de la décision du juge et en aval pour s'assurer qu'ils restent durablement bloqués. Alors, Florie-Marie, quand vous entendez l'évolution, la transformation de cette Hadopi et la promesse finalement de passer, si je schématise encore, d'une riposte graduée qui va continuer, mais en tout cas de passer d'un mode répression des internautes à je vais m'attaquer aux sites qui diffusent ces contenus, qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Je pense qu'on a de bonnes raisons de continuer à exister finalement, parce que, comme vous le savez, le Parti Pirate avait été créé à la base à la naissance d'Hadopi. En fait, on s'était organisé justement contre cette haute autorité et contre la surveillance des pratiques de téléchargement en ligne. J'entends très bien les arguments donc j'ai oublié, je suis désolée. De la Hadopi, de Pauline Blasel, ouais, du coup, de Pauline Blasel. Je les entends très bien, mais on voit, nous, on a observé aussi très bien les différentes pratiques qui ont été mises en place et qui se sont développées avec justement cette riposte gratuite. On a vu l'évolution du téléchargement illégal, l'évolution de nouveaux dispositifs qui permettent justement de protéger les personnes qui téléchargent illégalement des contenus culturels avec des systèmes de VPN, avec des systèmes de téléchargement. En fait, on a transformé le téléchargement exprès pour justement éviter de passer par cette riposte graduée. On est sorti d'un système de téléchargement qui est peer-to-peer pour aller vers du système de streaming. Ouais. Et c'est dommage parce que le peer-to-peer est une utilisation vertueuse d'Internet. Finalement, on a diabolisé cette technologie. Finalement. Exactement, on a diabolisé la technologie qui était la plus vertueuse d'Internet. Ce qui est un peu dommage finalement. Le principe d'échange de pair à pair. Exactement, le principe d'échange de pair à pair. On peut aujourd'hui toujours utiliser le pair à pair pour échanger du contenu, pas forcément du contenu illégal, bien sûr. On peut échanger des contenus légaux, totalement légaux sur du pair à pair. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent ça et de plus en plus de personnes qui vont utiliser du coup des systèmes de téléchargement, streaming, qui vont être hébergés par des plateformes qui vont faire énormément de publicité et donc polluer finalement, parce que la publicité sur Internet, ça pollue.
Le système de pair à pair a cet avantage-là de pas permettre la publicité, de pas permettre l'évolution du système de consommation sur Internet. Donc du coup, la Hadopi, en fait, elle a eu des effets pervers. Elle a provoqué la mort à petit feu de certains systèmes qui étaient vertueux et l'évolution de certains systèmes qui le sont beaucoup Donc moins. sans forcément d'efficacité sur le but recherché qui était de protéger le droit d'auteur. On a tendance à sortir assez régulièrement, enfin nous, les militants contre la haute autorité, on a tendance à sortir assez régulièrement les chiffres. Concrètement, c'est 87 millions de recettes, de bénéfices, contre 82 millions de dépenses publiques pour la Hadopi. Donc c'est pas... alors bien sûr, la Hadopi n'a pas vocation à faire du bénéfice, bien sûr, c'est pas son objectif. On n'a pas non plus les retours par rapport aux ayants droit. Après, la question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre le téléchargement illégal sur Internet sans impacter la vie privée des personnes qui vont utiliser Internet globalement. Et je ne crois pas que associer la Hadopi avec le CSA soit la meilleure idée du monde. C'est même très dangereux finalement, parce que le CSA va avoir encore plus de pouvoir et de pouvoir de nuisance sur les systèmes qui existent déjà aujourd'hui, sur tout un tas de plateformes qui existent aujourd'hui et qui permettent de créer du contenu finalement. Et on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur YouTube, on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur Twitch. Donc c'est cette volonté de réguler Internet qui vous effraie. Oui. Je ne vais pas essayer de vous mettre d'accord toutes les deux, c'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt de donner l'ensemble des arguments des deux côtés. Pauline Blassel, moi je voulais vous interroger sur ce que ça représentait finalement comme manque à gagner le piratage aujourd'hui d'œuvres culturelles. Oui, c'est effectivement un chiffre qui est très important. Pour l'introduire, je réagis à ce que vous disiez, Madame Marie, sur le budget de l'institution et ce qui est rapporté, parce qu'effectivement, c'est un chiffre que j'entends très très souvent, et je suis plutôt contente que vous me donniez l'occasion d'y répondre, parce que c'est à la fois un contresens, mais c'est aussi une logique que, pour le coup, nous, on considère assez dangereuse. L'objectif de la Hadopi, ça n'a jamais été de donner des amendes. Le but, c'est que les gens changent de comportement. On n'espère pas leur donner un maximum d'amendes et on considère que l'objectif de faire changer leur comportement, c'est en grande partie ce à quoi on a abouti avec la procédure de réponse graduée, sachant que je vous avoue que je trouve que c'est nous faire beaucoup d'honneur que de penser que nous sommes seuls à l'origine de l'émergence du streaming et du téléchargement direct, qui est un développement technologique qui dépasse largement la France. Donc notre objectif n'est pas d'obtenir des amendes, mais de faire en sorte que les gens changent de comportement. Comme vous le dites très justement, on n'est pas une entreprise privée. Donc comme on est une autorité publique au service de la mise en œuvre d'une politique publique, donc on n'est pas évalué à l'argent qu'on rapporterait. Et si jamais c'était le cas, si on fait 2 secondes l'exercice de faire cette même réflexion, par exemple, s'agissant de la police ou de la justice, ça voudrait dire qu'une action publique doit se financer grâce aux amendes qu'elle génère. Donc ça veut dire que si elle manque de budget, d'un coup, il faut envoyer plus de sanctions pour avoir un budget à l'équilibre. Ça, cette logique-là, on la trouve extrêmement... On ne va pas débattre là-dessus, Pauline Blassel. Je pense que la question qui est posée, c'est plus l'ensemble du budget consacré à mettre en place une riposte graduée qui, finalement, ne vise pas forcément l'objectif recherché. Qu'est-ce qu'il en est Il est à mettre en regard avec la question que vous posez, c'est-à-dire le coût du piratage. Voilà. Qui est d'1 milliard d'euros par an, dont 300 millions d'euros de pertes en recettes fiscales et sociales pour l'État. Donc je dirais que ce qui coûte vraiment cher, c'est le piratage et pas la Hadopi. Et alors là, quand on voit l'évolution de la Hadopi en Arcom, et vous dites on va davantage travailler sur les sites de streaming aujourd'hui qui diffusent notamment beaucoup de compétitions sportives, d'événements importants autour du football par exemple. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'allez pas travailler, quand vous dites on n'est pas un organisme privé, est-ce que vous n'allez pas finalement travailler juste au secours d'industries qui se sentent plus menacées aujourd'hui que l'industrie musique ou cinéma qui a presque résolu son problème? Excellente question. Alors, parce que vous parlez du piratage sportif. Le piratage sportif, il faut bien... C'est-à-dire que on a deux... Non, ma question, c'est plutôt, est-ce que vous ne venez pas au secours d'industries audiovisuelles et sportives avec ce nouveau projet?
Ah mais si, notamment. C'est ça. Bien sûr. Alors, j'imagine que la question, c'est de savoir dans quelle mesure on participe au bénéfice d'intérêts privés. Que ce soit donc, les entreprises audiovisuelles sont évidemment des acteurs essentiels du financement de la création, et donc ce sont des entreprises pour lesquelles, enfin, quand on lutte contre le piratage culturel, c'est aussi pour protéger la façon dont elles financent la création. Et puis, le piratage de retransmission sportive, là aussi, c'est un sujet pour l'État, pour différentes raisons. Euh, Évidemment, parce que, comme je vous le dis, ça génère un manque à gagner qui, en réalité, a des retombées aussi sur les recettes fiscales et sociales de l'État. Et parce que derrière le financement des manifestations sportives, il y a aussi le financement du sport amateur et donc, finalement, la possibilité de développer la pratique sportive sur notre territoire. Donc, ce sont des choses où l'État n'intervient pas seul, mais où on intervient aux côtés des ayants droit, parce que ce sont des sujets desquels on considère qu'ils ont un impact sur l'ordre public et qu'il est normal que l'État prenne sa part pour protéger ces activités. Alors maintenant, Florie-Marie, moi j'ai envie de vous poser la question parce que le Parti pirate, effectivement, se fonde sur l'idée du partage de la connaissance et de la culture, mais comment on fait pour à la fois avoir cette idée du partage entre internautes et protéger aussi les œuvres culturelles et les droits d'auteur? Alors nous, ce qu'on propose, et ce qu'on proposait, et ce qui aurait été bien de mettre en place à la place de Adopi finalement il y a une dizaine d'années, c'était la licence globale. Le principe de licence globale, c'est ce qui a été développé depuis par exemple Spotify ou Deezer, qui sont des systèmes de streaming légaux finalement, de musique. Et c'est nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'était un système qui était du coup pris en charge par l'État plutôt que par un intervenant C'est-à-dire on privé. ajoutait quelques euros à son abonnement Internet. Oui, ou quelques euros de plus à la redevance télé, par exemple, vu qu'on paye tous une redevance télé, jusqu'à preuve du contraire, qui finance en partie aussi la culture que la Hadopi souhaite aujourd'hui financer en plus, ce qui est tout à son honneur, bien sûr. Mais bon, la redevance télé est quand même une partie du financement de la télévision, de France Télévisions, par exemple. Et nous, on estimait, alors je propose la redevance télé, mais ça pourrait très bien être également ce que vous disiez, on proposait de faire payer quelques euros à chaque personne qui souhaite avoir accès à la licence globale pour avoir accès à tout le contenu musical. Et du coup, on est là, au-delà d'un système de téléchargement illégal. Enfin, c'est du téléchargement, c'est même pas du téléchargement, c'est du streaming, mise à disposition de toute la musique auprès de tout le monde. Ce qu'a fait Spotify, ce qu'a fait Deezer, et ce qui existe aujourd'hui, on va dire, alors c'est pas grâce à la Hadopi, même si Deezer est une entreprise française, mais ça a quand même été, on peut pas le nier, ça a quand même émergé grâce à des systèmes qui empêchaient le téléchargement illégal. Alors j'entends aussi Pauline Blassel qui disait tout à l'heure que Adopi n'a pas créé les systèmes différents de streaming. Mais il faut quand même avouer qu'il n'y a pas qu'en France qu'on milite, qu'on lutte, que des États luttent contre le téléchargement illégal, c'est partout. Nous, notre parti, il a été créé en Suède contre The Pirate Bay, donc c'était aussi contre un site qui mettait à disposition des liens pour aller accéder à des contenus culturels. Donc c'est pas que en France, c'est partout dans le monde qu'il y a ce genre de lutte qui existe. Enfin partout dans le monde, dans certains pays où on est encore un peu tranquille. On l'encourage pas forcément, mais on est un peu tranquille, on va dire. J'ai des amis au Canada, par exemple, qui sont qui sont pas du tout embêtés par ce genre de système. Donc là, en France, en Europe globalement, on a des systèmes qui vont qui vont tenter d'empêcher ce téléchargement illégal et qui vont du coup permettre et du coup je parlais de Spotify qui est donc suédois, qui vont permettre la mise à disposition de contenu via des systèmes légaux, mais l'enrichissement de personnes et d'entreprises privées finalement, en dépit des auteurs, en dépit des artistes. Et moi je tiens vraiment à parler des artistes plutôt que des ayants droit, parce que pour nous ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on paye les artistes, comment est-ce qu'on finance l'art, et pas comment est-ce qu'on finance les personnes qui gagnent de l'argent à travers les artistes. Pauline Blassel, si j'ai bien suivi, là, le texte doit passer encore en commission paritaire et donc pourrait être adopté d'ici la fin de l'été, c'est ça, fin août? Il est passé déjà en commission mixte paritaire le 1er juillet, donc il y a eu un accord entre les parlementaires et il doit y avoir maintenant une lecture finale à la rentrée. D'accord, donc a priori ça va bouger à la rentrée. Alors si vous pouvez juste nous résumer en 3 étapes peut-être ce qui va changer concrètement donc à partir de la rentrée.
Alors, sur les nouvelles lectures du texte, a priori, n'entraîneront pas véritablement de modifications puisque les deux chambres ont trouvé un accord. Ce qui va changer, c'est à partir du 1er janvier 2022, où effectivement l'ADOPI sera fusionnée avec le CSA, ce qui portera à création de l'ARCOM. Et c'est donc à partir de ce moment-là, du 1er janvier 2022 seulement, qu'on va pouvoir commencer à mettre en œuvre les nouveaux moyens de lutte contre le piratage culturel et sportif. La procédure de réponse graduée, comme vous l'avez indiqué, va suivre son cours comme c'est le cas aujourd'hui. On aura simplement maintenant la possibilité à l'ARCOM d'identifier les services illicites, d'engager des démarches pour essayer de les isoler et de les fragiliser, d'accompagner les ayants droit dans leur procédure auprès du juge et d'intervenir à l'issue des décisions du juge pour demander directement aux intermédiaires de bloquer tous les services qui auront déjà fait l'objet d'une décision de justice. Et ça sera également dans le cas dans le domaine des retransmissions sportives. De la même façon, après une première décision du juge qui est évidemment indispensable, l'autorité pourra directement demander à ce que les services qui retransmettent la compétition de façon illicite puissent être bloqués. Et vous avez toujours des compétences, j'imagine, sur la mise en avant de l'offre légale ou aussi le travail sur les mesures techniques de protection ? Oui, bien sûr. Donc la mission d'encouragement au développement de l'offre légale, elle se poursuit. Il y a cette fois une certaine liberté qui est donnée à l'autorité pour définir les outils auxquels elle aura recours. Mais c'est évidemment très important, même dans l'esprit d'ADOPI depuis le départ, d'avoir cet équilibre qui consiste à encourager l'offre légale qui s'est très significativement développée ces 10 dernières années. Et par ailleurs, alors je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais l'autorité aura aussi la charge de mettre en œuvre des éléments de la directive sur le droit d'auteur, et donc en particulier de réguler les technologies de reconnaissance de contenu que mettront en place les plateformes. Ce qui, j'imagine, pourrait ouvrir un nouveau long débat entre Madame Marie et moi, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur. Donc on a à l'ADOPI déjà maintenant, depuis l'ordonnance du mois de mai dernier, la mission de mettre en œuvre. Ok, ben justement, voilà, vous me faites une parfaite transition, transition en conclusion, on va dire, puisque je pense qu'avec les échéances électorales et les nouveaux dispositifs au sein du CSA, on va beaucoup parler du sujet de la régulation d'Internet à la rentrée. Merci beaucoup pour vos éclairages, Pauline Blastel, secrétaire générale de la ADOPI, et Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate Français. On suivra quelles sont d'ailleurs les motivations en matière de régulation de votre parti. Juste après la pause, eh bien, on va retrouver notre gentleman et les 5 bonnes résolutions à suivre. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech ensemble pour accueillir notre aspirant gentleman. Je vous présente comme ça maintenant, Frédéric Rebet, puisque c'est le titre de votre ouvrage, Propos d'un aspirant gentleman. Vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Et là, aujourd'hui, c'est en fait la dernière grande chronique qu'on va faire ensemble avant le départ en vacances, nos départs respectifs. Et vous m'avez proposé pour cette occasion de résumer quelques conseils sur l'attitude d'un gentleman dans ce monde numérique, une forme de mini best-of finalement, ou de devoir de vacances. Chacun choisira. En tout cas, l'idée c'est de préparer une reprise avec tact. Merci Delphine. La valeur des grandes vacances, c'est la vacance des grandes valeurs. C'est Edgar Morin, dont on vient de fêter les 100 ans, qui nous rappelle cela. Et donc ces vacances, c'est l'occasion finalement de se reposer, bien évidemment, mais comme vous l'avez dit, de se préparer. Vous vous souvenez, quand on était enfant, on avait pendant les vacances, vous avez certainement cela, un petit cahier de vacances, un petit cahier de devoirs, et on rédigeait un certain nombre de choses. L'objet était de se dire, la rentrée sera plus simple. Eh bien, Arthur Ashe, grand joueur de tennis, un grand champion, nous rappelle également, le secret du succès, c'est la confiance en soi, et le secret de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc on va préparer ensemble notre rentrée. On s'entraîne. Alors quelles seraient ces grandes résolutions? Vous en avez compté 5 à prendre pour l'aspirant gentleman. La première, c'est l'attention. L'attention, c'est la qualité maîtresse d'un aspirant gentleman. Si on ne porte pas attention, tout le reste sonnera faux. Est-ce que vous avez un exercice à nous proposer ? Bien sûr. En vacances, c'est souvent l'occasion de dîner à l'extérieur avec des amis et des amis de nos amis. Donc vous allez
observer, être attentif, donc écouter la conversation et vous essayez de retenir l'ensemble des prénoms des personnes présentes et peut-être une petite particularité. Le lendemain matin, au petit déjeuner, dans votre cahier, vous allez refaire le plan de table, noter les noms. Et lorsque vous croiserez l'une des personnes qui était à ce dîner, vous allez pouvoir dire ainsi « Bonjour Constance, comment va ta fille aujourd'hui ?» Vous aurez remarqué que la veille, elle était un peu inquiète à cause de sa fille. « Bonjour Paul, as-tu retrouvé ta montre connectée ?» Ah bah ça, effectivement, c'est un bon entraînement, puis je pense que ça doit faire plaisir. Deuxième bonne résolution. Alors, la deuxième bonne résolution, c'est le vocabulaire. On va profiter de ces vacances pour travailler son expression. Le problème de la liberté d'expression, c'est l'expression, nous disait Claude Chabrol. Donc, on va essayer de la soigner. Et alors là aussi, on a un exercice. Alors, pour la soigner, il faut déjà qu'on change un peu son vocabulaire. Dans notre cahier, on va noter des phrases nouvelles, des choses qu'on aura apprises. On va également éviter les copier-coller. On en a eu beaucoup pendant la période de sport récente, le championnat d'Europe de football, le Tour de France. Donc tout ça, on a pu voir une litanie de termes, comme un peloton qui se déroulait. Et puis, on va, comme toujours, éviter les acronymes, tous ces termes. Et comment est-ce qu'on est sûr, justement, qu'on a employé la bonne expression ? Alors, vous pouvez inviter quelqu'un virtuellement, ce sont nos mamans, y compris les nôtres, dans cette conversation, et vous posez la question, est-ce que ces mamans vont comprendre, vont pouvoir participer à la conversation ? Très souvent, vous vous rendrez compte que non, puisqu'on emploie des termes codés, une espèce de langage. Donc la présence des mamans, finalement, est un indicateur. Il y a une universalité dans la discussion, dans la conversation. Troisième résolution. La pause. Donc on va poser physiquement son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur de côté, et puis on va réapprendre à vivre au présent et non dans un futur immédiat. C'est une course permanente, on court toujours après qu'est-ce qui arrive derrière. Alors ça n'empêche pas, parce qu'on est quand même dans des professions où souvent on est hyper connecté, on va quand même faire cette pause, et donc on prendra un rendez-vous quotidien avec soi-même, et les personnes qui nous concernent pour répondre aux mails, répondre aux SMS, et puis ensuite on refermera cette... Vraiment l'organiser. Est-ce qu'il y aurait un exercice qui pourrait nous y aider à déconnecter ? Alors on a tous dans nos applications de messagerie, on a eu l'occasion d'en parler, on a nos SMS, on a WhatsApp, on a Messenger, sur Instagram on peut communiquer, on a Twitter. Eh bien c'est plus qu'un exercice, c'est un défi. Je vous mets au défi, Delphine, voilà, pendant cette période de vacances, de déconnecter l'une de ces applications. On se rend compte qu'on converse via beaucoup d'applications. Finalement, on ne dit pas toujours grand-chose de plus. Donc choisir celle qui est obsolète et prévenir bien sûr vos interlocuteurs qui ne soient pas surpris et ne prennent ombrage de cette décision péremptoire. Bon, sacré défi. Quatrième résolution. La curiosité. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est la curiosité qui nous permet d'évoluer et d'être civilisés. Et civilisé, celui qui fait l'effort d'aller au-delà de sa propre culture, mu par la curiosité, et l'intérêt pour les autres. Donc c'est ça qui va nous faire avancer. Donc on profite de cette période pour stimuler sa curiosité. Vous pouvez par exemple apprendre une langue si vous vous intéressez à l'italien ou au japonais, c'est l'occasion. On a un conseil de lecture alors peut-être ? Oui, alors vous connaissez mon goût pour le rapport entre la modernité contemporaine et l'histoire. Là on va parler d'Antiquité. Un livre qui s'appelle Le 5e marteau. Donc c'est Pythagore et la disharmonie du monde, édité chez Seuil. C'est un livre intéressant puisque c'est une petite histoire qui va résonner. C'est Pythagore donc, qui se promène dans son village. Il entend des sons, des sonorités, un peu comme des cloches. Il pénètre dans une forge et constate des artisans qui travaillent le métal avec des marteaux. Et ces marteaux, ensemble, comme une volée de cloches, produit une très belle musique. Et tout à coup, il commence à formuler une pensée, et c'est le début finalement de l'écriture de la musique. La musique est aussi mathématique. Et il remarque quand même qu'il y a un marteau qui est dissonant. Et donc, il essaie de comprendre pourquoi il y a une dissonance, pourquoi il y a une harmonie. Donc, la disharmonie du monde, par Pythagore. Finalement, les mathématiques, la poésie, voilà, le monde numérique dans lequel nous sommes. Grâce à vous, Delphine, il y a aussi de la poésie. Merci. Alors, on termine avec la dernière bonne résolution à prendre pour être un vrai gentleman numérique.
Le silence, c'est-à-dire qu'on va se reconcentrer, on va faire une sorte de rebooting, de réinitialisation. On parle beaucoup, il y a un bavardage permanent, il y a un brouhaha qui nous encombre, si je puis dire. Et faire silence, c'est aussi reformuler. L'éloquence ne consiste pas à dire tout ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. Et c'est également l'occasion de se reconcentrer, de ne dire que ce qu'il faut dire, pas plus que cela. Donc, ces vacances, vous avez compris, on fait pause, on fait silence, on met de côté, on réserve et on reformule sa pensée, on reformule sa diction pour finalement créer une relation, une interactivité plus intéressante. Bon, on prend le temps en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Revel. Merci beaucoup. beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman, dont je conseille aussi la lecture, moi, pour cet été. Merci encore pour tous vos conseils pendant cette saison. À suivre, c'est la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Bonjour Cécilia, aujourd'hui vous êtes accompagnée de Maël Kredji, je ne sais pas si je le prononce correctement. Kredji. Pas si mal. Vous êtes président-directeur général de Luna et ensemble vous allez nous présenter une solution qui adresse une maladie qui a été longtemps ignorée et qui touche pourtant beaucoup de femmes. Oui, c'est l'endométriose, c'est une pathologie effectivement qui touche une femme sur 10 aujourd'hui en âge de procréer en France. C'est une maladie gynécologique qui est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine à l'extérieur, en dehors de l'utérus. Alors différents organes peuvent être touchés, c'est aussi la grande problématique de cette pathologie. Il arrive que les malades soient asymptomatiques, il arrive aussi que les symptômes en fait ne soient tout simplement pas reconnus, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore aujourd'hui, on manque d'éducation des femmes et une grande partie du personnel soignant qui pensent par exemple que c'est normal que les règles soient extrêmement douloureuses, donc on ne reconnaît pas les symptômes, ou en tout cas extrêmement tard, le diagnostic intervient très très tard. Résultat, l'endométriose a le temps de s'installer, elle a le temps de s'aggraver, et parfois la conclusion aussi, c'est la stérilité pour ces femmes qui sont touchées par cette maladie. Alors je vous présente aujourd'hui justement une solution qui pourrait demain accompagner le diagnostic, l'avancée dans le temps et accompagner l'après-diagnostic aussi. C'est important de pouvoir utiliser la technologie pour accompagner ces femmes-là. Un dispositif médical donc, qui s'appelle Luna Endoscore, et c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez créé, Maël Kredji, président, directeur général de Luna, cette technologie. Alors, concrètement, à quel moment intervient cette solution dans le procédé du diagnostic ? Alors, comme vous l'avez rappelé, l'endométriose, c'est avant tout des femmes qui souffrent. Et elles souffrent du diagnostic et du suivi. D'abord, il faut se faire diagnostiquer pour avoir un accès au traitement. Sans accès au traitement, pas de soins qui visent ces symptômes, et sans accès au traitement, pas d'amélioration de la qualité de la vie. Pour les femmes, c'est extrêmement important. Donc, nous avons développé un algorithme qui se base sur un questionnaire pour éviter d'avoir à faire une chirurgie. Et donc, pas de chirurgie, on remplit un questionnaire, on est immédiatement informé de son score de risque. Mais à quel moment ? Avant même de savoir qu'on a des symptômes ? Avant même. C'est-à-dire que on détecte, on pose des questions. Oui. On a l'impression d'avoir peut-être mal, des douleurs, des problèmes sur sa sexualité, sur son infertilité. On se pose des questions. On répond à ces questions. Et là, nous avons certifié à la norme CE un dispositif médical qui s'appelle le Luna Endoscore pour réussir à identifier véritablement et scientifiquement les femmes qui sont atteintes de l'endométriose. Donc c'est très dépendant des réponses de ces femmes-là, et vous avez réussi à travailler, c'est une intelligence artificielle, hein, c'est ça, il faut l'expliquer. Actuellement, c'est une intelligence artificielle, donc on a pris des données, on a investigué sur un ensemble de patientes, on a ensuite testé ça sur des populations de témoins pour vérifier bien sûr la validité scientifique, et derrière, ça nous donne ce premier algorithme. Donc là, c'est vraiment une IA qui intervient dans le pré-diagnostic. Il n'y a pas du tout d'intervention médicale humaine. Pas encore. Et c'est pour ça qu'on est une aide au diagnostic. On n'est pas le diagnostic. On intervient en amont pour identifier les personnalités à risque, donc les femmes qui risquent de l'avoir, et on conseille un rendez-vous chez le médecin.
Et c'est pour ça que c'est la première étape, ensuite, dans un parcours de soins. On dépiste et ensuite on va vers du suivi. Le suivi est très important. Actuellement, très peu d'outils sont disponibles pour rendre factuel ce qui est vécu par la femme. Or, si on ne sait pas, si on ne voit pas, si on ne mesure pas, il est très difficile ensuite d'aller suivre l'évolution avec son gynécologue pour faire évoluer la maladie et ses traitements. Mais alors, vous disiez que le médecin n'intervient pas tout de suite. Il y a quand même un enjeu, autant d'éduquer et d'informer les femmes aujourd'hui, et les hommes qui voudraient s'informer sur le sujet, que le personnel soignant qui n'est pas capable de répondre. Pour la plupart, il faut être spécialisé, avoir fait des recherches sur le sujet de l'endométriose pour pouvoir répondre à ces questions-là et même détecter et reconnaître les symptômes. Est-ce que l'idée de cette solution, c'est aussi d'aller chercher ces professionnels-là, de les mettre en relation avec les personnes qui suivent l'application ? Tout à fait. Exactement. Une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a identifié les femmes qui sont à risque, nous allons leur recommander les médecins spécialisés sur l'endométriose ou les hôpitaux avec le service clinique associé qui sont spécialisés et vers qui on pourra les orienter pour les faire rentrer ensuite sur le parcours de soins lié à cette endométriose. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensuite, comme peut-être pour développer votre solution, pour éduquer davantage ces professionnels de santé-là ? Alors sur l'éducation, je dirais, du médecin, ils sont formés sur la médecine. Donc au niveau de la compréhension, par rapport à la maladie, c'est déjà plus intéressant et on va pouvoir leur fournir plus de données. C'est ça, ces données-là pourront être utiles aussi. Exactement. À comprendre. Donc on va leur donner des synthèses, des rapports sur l'évolution de la maladie et c'est pour ça que c'est important de rendre factuel. Et ensuite aussi une information médicale qu'on récupère sur d'autres API, donc de médicaments, de traitements, et qu'on leur fournit dans la synthèse. C'est ensuite au médecin de décider qu'est-ce qu'il fait et de prendre la décision médicale. Reste une aide, un accompagnement préalable. Donc vous travaillez quand même sur des données très sensibles, ce sont des données de santé, des déclarations de femmes, peut-être de très jeunes femmes même, qui se posent des questions. Comment vous avez assuré la sécurisation de l'ensemble de ces données de santé ? Alors, vous touchez un point fondamental, la sécurité des données. On est sur de la donnée qui est sensible, qui est intime, qui concerne la vie de la femme dans sa... On en a conscience, alors comment vous réglez ce problème de sécurité ? Plusieurs étapes. La partie des données est sécurisée. On a des bases de données HDS, donc qui sont hébergées, données de santé et référencées par l'État. On va avoir des procédures de cryptage pour que l'ensemble des échanges entre les différentes plateformes... Vous travaillez avec un hébergeur qui est validé par l'ANSSI, c'est ça, pour la protection des données de santé ? Exactement. On respecte bien entendu le RGPD. Et ensuite, on a pris l'engagement que tous nos algorithmes soient certifiés CE. Certifiés CE, ça veut dire que l'ensemble des algorithmes qui vont donner des conseils travaillent sur cette donnée et sont ensuite validés scientifiquement. On ne donne pas un conseil qui pourrait s'avérer faux et donc qui serait problématique pour la femme. On donne un conseil qui est validé scientifiquement. Donc on fait beaucoup de tests. Donc toutes les données sont chiffrées aussi ? Toutes les données sont chiffrées. Merci beaucoup Maël Kredji, président directeur général de l'UNA, pour votre travail sur ce sujet important de l'endométriose. Merci Cécilia pour nous l'avoir convié à la table de Smartech aujourd'hui. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de la semaine dans Smartech. Vous savez, demain c'est vendredi, c'est une édition un peu particulière puisqu'on a rendez-vous avec un invité spécial pour la grande interview. On fera aussi un débrief de l'actu et un rendez-vous dans l'espace.